Voilà. Donc, tout le parement qui cède derrière une poussée excessive des remblais. Euh, Probablement, les- les ancrages qui étaient en place étaient d'une longueur assez courte pour s'ancrer dans la masse stable. On voit bien la nature des terrains qui est très très lâche et bon, ça conduit à ce sinistre que vous voyez ici. Donc, j'avais une quatrième et dernière vidéo qui se passe à Fred Saleh, dans la région de Bnimlel. C'est la même que celle d'Alger. Bon, je vais vous épargner de la voir. C'est un peu la même chose. Et on revient sur la présentation. Donc, à travers ces vidéos, vous voyez bien que le sujet des excavations au milieu urbain est un sujet qui est très, très délicat. Et les vidéos de sinistres sont très importantes. Il n'y a qu'à rentrer dans Google, vous pouvez en voir une masse de ce type de sinistre-là. Tout cela pour dire que le sujet, il est très, très important. Il requiert une importance capitale partagée entre les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les laboratoires et les différents décideurs. Donc après cet avant-goût, on va passer un peu dans le vif du sujet. Et je présente ici quelques exemples de fruits que nous avions eu l'occasion de traiter pendant ces 5 dernières années. En particulier la tour CFC que vous voyez ici, là, une tour avec une fouille de 20 mètres composée de deux parties, une partie meuble sur 10 mètres, celle que vous voyez traitée avec du béton projeté, et la partie inférieure, pareil, de 10 mètres, qui est traitée, qui est réalisée dans un schiste fracturé. Et là où vous voyez l'appel à la fin des travaux d'éterrassement, quasiment, elle a subi un désordre important à cause d'une fracture non décelée au moment de la reconnaissance initiale. Au milieu, une fouille modeste de 14 mètres qui a été traitée par béton projeté et tri-soudé. Une autre fouille modeste aussi de 9,50 mètres, traitée par talutage sur une face et par béton projeté, tri-soudé sur une autre face. Ici, on voit aussi les photos de la tour BCP à gauche, celle-là, là, à gauche, avec une multitude de techniques, talutage, béton projeté sur une face, des micropieux des micropieux, une sorte de micro-berlinoise tirantée à deux niveaux, au droit à 1 mètre du passage du tramway. Vous voyez ici le caténaire du tramway. Et une autre face où il y a juste une voirie ordinaire a été traitée par un béton projeté et tri-soudé. Au milieu, la photo de la tour Tijari qui fait 24 mètres. Pareil que la tour CFC, elle a été traitée de deux manières. La partie meuble supérieure, 10 mètres supérieure, traitée par un grillage, une paroi clouée, et la partie inférieure traitée par des clous associés à un grillage plaqué. À droite, on voit une fouille de 9 mètres en plein milieu de Casablanca, côté boulevard Anfa, traitée en entier sur toute la hauteur par une paroi clouée avec des clous et béton projeté tri-soudé. Donc, je partage avec vous un recul d'expérience sur une fouille qui est très, très importante, assez riche d'enseignements, celle de la fouille de Royal Mansour, RMC, un projet qui se passe à Casablanca, du côté du boulevard d'Efa. Donc, c'est une fouille qui a fait au final 22 mètres de profondeur. Vous voyez quelques photos pour vous donner un avant-goût de ce qu'a donné les travaux à la fin. C'est une très très belle fouille qui présente la particularité d'être d'abord dans un milieu rocheux, fracturé,
est d'abord d'avoir une mitoyenneté variable, une voirie, un boulevard, et là où la photo est prise, la photo verticale de la fouille, elle est prise d'un R plus 15. Et je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un R plus 15 devant une fouille de 22 mètres. Donc le projet consistait à démolir l'hôtel existant, qui avait uniquement un sous-sol et demi au départ, pour construire. Au final, on a six sous-sols. D'accord. On avait un sous-sol et on se retrouve au final avec six sous-sols avec une hauteur finale d'une vingtaine de mètres. Donc, le schéma fait par c'est Ahmed, que je remercie, a fait très bien illustrer les différentes contraintes, les réseaux, la voirie, le boulevard avec les 2 tonnes par mètre carré, les différentes couches rencontrées, en remblai, grès, puis schiste très fracturé et schiste sans profondeur. Et on voit très bien le fameux R plus 15 qui était à fleurant avec la future fouille. Donc, comme je l'ai dit, cette fouille est caractérisée par la présence d'un contexte rocheux assez complexe. Et ce qui rajoute de sa complexité, c'est la présence d'eau. Sur quelques faces, d'ailleurs, pas toutes les faces, mais sur les faces où on avait d'eau, on avait beaucoup de peine à avancer sereinement dans les travaux. On avait assez de mal à avancer sereinement avec l'occurrence de quelques glissements. En l'occurrence, le glissement que vous voyez ici, là, qui a été traité en urgence, c'est un très grand glissement d'un bloc à cause de la présence abondante d'eau sur cette face-là. Juste pour rappeler qu'il y a environ dans 5 minutes, le partage sera coupé. Donc, j'inviterai tout le monde à recliquer sur le lien, y compris moi-même, afin de se retrouver. On se donnera 1 minute le temps que tout le monde puisse se reconnecter et puis on va poursuivre la présentation. Donc, sur le plan calculatoire, nous avions pour mener l'étude à notre disposition des sondages carottés, des sondages pressiométriques, desquels on a tiré les modules de déformation des différents terrains. Nous avions aussi un atomique réfraction qui nous a permis de dégager des modules dynamiques du sol pour la fondation. À partir des sondages carottés, nous avons pu faire une qualification des joints et le RQD. Aussi, nous avions à notre disposition différentes mesures de résistance à la compression des différents schistes en place. Donc, le but final des calculs était de limiter les déformations de la semelle la plus proche du R plus 15 à moins de 5 mm. Pour ce faire, nous avions un seul moyen pour pouvoir obtenir cet objectif, c'est de faire une modélisation aux éléments finis avec l'outil Plaxis 2D. Et qui dit utilisation des méthodes aux éléments finis dit nécessité d'estimer des modules de déformation. Donc, étant dans un milieu rocheux, partiellement meuble en partie supérieure. Donc, pour la partie supérieure, on a pu utiliser le module pressiométrique qui donnait des corrélations plus ou moins fiables pour estimer les modules de déformation des remblais en place et du grès. Par contre, pour la partie rocheuse, on a utilisé une méthode propre à la mécanique des roches qui passe par une estimation des paramètres Ocambrand du massif rocheux et toute la logique derrière qui mène à estimer les modules de déformation d'un rocher, déformation d'un rocher. Donc, sur cette base-là, on a pu établir un modèle aux éléments finis. Vous voyez ici en bas, à droite, avec une modélisation des différentes charges des semelles. Et sur cette base-là, on a pu établir une cartographie des déformations. Sur les faces hors du R plus 15, bon, il y avait une analyse mécanique des roches qui a été adoptée pour valider
justement les longueurs des clous et la maille des clous qui étaient choisies, en particulier après le désordre qu'on a eu sur la face C avec le gros détachement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la solution qui a été retenue, c'est globalement, pour faire simple, c'est un parement béton projeté associé à des clous, un maillage de clous entre 2 et 2,50 m en hauteur et horizontalement, avec des clous. La partie schiste clou plus profond et un béton projeté au lieu du grillage plaqué. Cette zone était un peu dérangée par la présence accrue des venus d'eau. Côté R+15, nous avions aussi une paroi clouée, mais qu'on a dû associer avec une double banquette parce que les calculs ne permettaient pas de converger le seuil de tolérance en dessous des 5 mm sans cette banquette-là. Ces deux banquettes-là ont été enlevées avec un phasage coordonné avec la phase gros œuvre de la construction de la tour. Donc, il reste moins d'une minute avant la coupure du partage.